alors oui, ce programme, l'Avenir en commun, attention, il a été écrit à 1000 mains, à 3000 mains, n'est-ce pas? Eh oui, c'est pas du tout sorti d'un seul cerveau, ce n'est juste pas possible. Alors, cet avenir en commun, c'est aussi la preuve que nous ne sommes pas ici uniquement pour dire non. Nous sommes là aussi pour dire oui. Oui à quoi? On est là pour l'égalité, on est là pour le partage des richesses, on est là pour la préservation de l'écosystème. On est là pour la 6e République, oui. Et on est là, mais pour la paix. Et on fera tout ce qu'on peut pour affirmer ça et prendre le pouvoir. Alors, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je vous propose, en solution d'attente, parce qu'on est là aussi pour récupérer des arguments, pour discuter, pour réfléchir ensemble. Et donc, il y a une fondation, car nous aussi, on a des fondations de gens qui réfléchissent, la fondation Copernic, dont un des membres, Willy Pelletier, a quelque chose à nous dire. Vidéo. Je pense que c'était aujourd'hui une grande et belle manifestation, extrêmement utile, mais que cette manifestation en appelle d'autres, bien sûr, d'autres plus grandes encore, parce que la solution contre Macron, nous l'avons, c'est l'unité. L'unité des luttes ouvrières avec les mobilisations citoyennes, l'unité des luttes des femmes avec les luttes des étudiants, l'unité des luttes ouvrières, des forces citoyennes et des luttes, par exemple, pour le logement. Macron veut, avec ses ordonnances, mettre en place une sorte de CPE généralisé à la place du contrat de travail. Eh bien, il faut l'arrêter. Nous allons l'arrêter et il aura dans la rue, contre lui, un mouvement digne du mouvement du CPE et même plus. Mais il faut dire, je crois, à Macron merci. Merci d'avoir y compris nommé Pénicaud, ministre du Travail. Pénicaud qui fait 1 million d'euros en une journée parce qu'elle licencie comme des RH chez Danone. Que nous dit Macron? Il nous dit cette chose simple. Cette réforme du Code du travail est faite pour des patrons licencieurs, par des patrons licencieurs, pour des actionnaires rapaces, par des actionnaires rapaces. Et nous, c'est simple, nous ne pouvons pas laisser faire. Il faut dire à Macron, je pense également merci, parce qu'il nous oblige à appeler un chat, à appeler un patron, non pas un partenaire social, mais la bourgeoisie, un patron, un employeur, que ces ordonnances vont rendre, j'allais dire, voyous de plein droit, voyous par le droit, voyous par la loi. On a en face de nous l'arrogance de classe de la bourgeoisie mobilisée, d'une bourgeoisie et d'un petit monde finalement très clos qui n'a aucune légitimité pour défaire ce que les luttes du passé ont fait patiemment. On a l'arrogance de classe d'un monde qui ne connaît aucun ouvrier, aucun employé, aucun chômeur, aucun étudiant précaire. Et c'est ce monde-là qui entend régir les relations sociales. Eh bien, nous disons tout simplement non, et ça ne se passera pas. Voilà. Donc s'il faut, pour bloquer cette réforme, bloquer ce pays, alors oui, nous appelons à bloquer ce pays. Et s'il faut, pour bloquer cette réforme, vite et vive une grève générale reconductible, alors oui, vite et vive une grève générale reconductible. Macron, on l'avait vu avec Valls auparavant, j'allais dire Valls chantait au MEDEF du jour d'Assin, on ira où tu voudras quand tu voudras. Maintenant on passe à un ton au-dessus, puisque Macron a chanté tout l'été au MEDEF « Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien ». Comme la cigale de la fable, il sera fort dépourvu quand l'automne fut venu. C'est maintenant, ça commence tout de suite, et Macron va déchanter. Quel flow, on dirait un rappeur, j'adore. Alors les amis, juste un petit point logistique. Je vous aime d'amour, mais vous voyez dans l'axe des caméras, on n'arrive pas à faire de prise de vue parce que vous avez fait des pancartes trop belles. Donc la caméra se fixe sur vos pancartes qui sont trop belles. Alors si vous pouviez juste les baisser pour qu'on puisse garder des beaux souvenirs et qu'on puisse diffuser ce moment d'amour, ce serait adorable de votre part. Merci beaucoup à vous.
Bien, alors, vous avez entendu ce qu'a dit Willy Pelletier, hein? Bloquer le pays? Ah, ça leur pend au nez. Grève générale! Bon, si on parle de bloquer le pays, c'est pas pour le plaisir, parce que ça nous coûte aussi. La grève générale, c'est dur. C'est pas qu'un moment de plaisir. Et c'est un devoir à un moment donné. Et c'est un devoir pourquoi? Parce qu'en face de nous, il y a un gouvernement. Et ce gouvernement est parfaitement déterminé. Alors nous aussi, nous devons être déterminés. Et c'est ça qu'il faut expliquer, qu'il faut faire comprendre. Et c'est pour ça que nous construisons petit à petit ce mouvement qui monte en puissance. Et aujourd'hui, il y a comme un point d'orgue. Et voici pourquoi nous allons expliquer maintenant pourquoi les luttes sont vitales. Elles sont nécessaires pour réaliser cette résistance, cette opposition, parce que sans résistance, le gouvernement avancera. Alors maintenant, parole aux lutteurs dans cette vidéo. Si on peut dire un mot sur le contrat de chantier, c'est un contrat quand même qui existe depuis les années 70, notamment dans le secteur du BTP. Ça existe aussi dans les secteurs des sociétés d'études, mais notamment dans le BTP. Qu'est-ce qui se passe avec ce contrat? C'est un contrat ultra précaire. Maintenant, avec les ordonnances, Macron veut l'imposer à l'ensemble des salariés. Ce contrat, à différence du CDD ou du contrat d'intérim, c'est un contrat ultra précaire parce qu'en plus de ça, non seulement il n'y a pas de terme précis, mais en plus il n'y a pas d'indemnité de précarité ou indemnité de fin de mission pour les intérimaires, ni indemnité compensatrice de congés payés. D'une part, le salarié qui a un contrat de chantier, il peut être viré du jour au lendemain, hein, parce que la tâche pour laquelle il a été recruté, ce n'est pas forcément d'une durée régulière. Donc du jour au lendemain, il peut se retrouver à la lourde, à la porte. Et en plus de ça, il devra accepter tout et n'importe quoi comme boulot à faire. Donc déjà, perte de rémunération, pas de possibilité de se projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est un contrat qui nous ramène en fait au 19e siècle, un contrat de gré à gré, tel que le veut le MEDEF depuis des années. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour sauver 345 emplois qui sont supprimés chez General Electric Hydro à Grenoble, donc ex-Alstom. Depuis l'annonce, l'intersyndicale s'oppose à ce projet. General Electric Hydro à Grenoble, c'est une entreprise high-tech, moderne, innovateur. C'est une technologie qui est digne de celle des fusées. La valeur de l'entreprise, en fait, après le plan social, va augmenter de 262 millions de dollars. C'est une bonne affaire, effectivement, après, pour pouvoir mieux revendre à un concurrent chinois, comme nous le soupçonnons, et pour aussi, on va dire, faire plaisir à des actionnaire et servir à des fins financières. Depuis 2015, ils n'ont fait que désorganiser l'entreprise. Ils ont mis en place des process inutiles, lourds, qui ne fonctionnent pas. En fait, nous sommes dans l'incapacité de travailler sereinement, d'avoir une réactivité. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une co-entreprise. Alstom est toujours actionnaire de Hydro en France. Donc, et ils sont absents, en fait. General Electric a pris le pouvoir total. L'État détient aujourd'hui 20% des actions chez Alstom, donc l'État a son mot à dire et a encore le pouvoir de le faire jusqu'en octobre 2017. Donc il est vraiment urgent de réagir. Il faut savoir que nous sommes le dernier acteur en France pour l'énergie hydraulique. Donc l'arrêt ou la fermeture du site de Grenoble serait effectivement dramatique pour le pays en matière de stratégie énergétique. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'avec ces ordonnances, elles auraient pour impact d'affaiblir, de retirer toute force aux syndicats. Alors c'est déjà difficile aujourd'hui dans les réunions de négociation, mais si les ordonnances passent, nous n'aurons plus aucun pouvoir. Et c'est au détriment de tous les salariés de ce pays. Actuellement, on est confronté à un plan social de 600 personnes. Et on est venu à la manif contre la loi travail avec notre banderole contre le plan social qui comporte surtout des délocalisations vers les pays à bas coût de fonctions
genre achat, offre, support, etc. Toutes les fonctions annexes aux produits qu'on vend chez Nokia. Donc on essaye de mobiliser les collègues. On a fait un blocage du site de Nokia lundi qui a rassemblé environ 500 personnes et on a obtenu avec ça un retard du PSE de la direction, le temps d'aller causer au gouvernement. Mais en fait on veut continuer la mobilisation parce que ce qu'on veut vraiment c'est diminuer, voire arrêter le PSE, qu'il n'y ait pas les 600 licenciements et qu'on puisse continuer à avoir du boulot en France parce qu'on a les compétences, les qualifications, les marchés, enfin on a tout ce qu'il faut. Et en plus Nokia, c'est pas une boîte qui est en difficulté. Ils ont distribué 4,5 milliards, ou ils vont distribuer en tout 4,5 milliards sur quelques années à leurs actionnaires. On fait 9% de marge opérationnelle, c'est quand même très bien par rapport à cette industrie-là. Et non, la direction en veut encore plus. Et on s'oppose au plan social et on essaye d'entraîner nos collègues dans la lutte. Merci. Je voudrais vous parler maintenant d'un des grands scandales de la rentrée, le plus grand social dont on n'a jamais été confronté, celui qui concerne aujourd'hui les près de 300 ou 400 000 hommes et femmes qui sont en emploi aidé. On nous explique en plus, et on voudrait nous faire penser que ces hommes-là et ces femmes-là bénéficieraient de ce type d'emploi. Alors juste pour rappel, ce type d'emploi, il permet d'abord à des hommes et à des femmes qui ont connu pour la plupart du temps des périodes de chômage de longue durée, c'est-à-dire 2-3 ans, avec évidemment des toutes petites allocations. C'est bien souvent des hommes et des femmes qui ne sont pas ou peu qualifiés ou qui n'ont pas leur bac, par exemple. Mais en tout état de cause, c'est des hommes et des femmes qui font un travail que plus personne ne fait. On les trouve dans les maisons de retraite auprès des personnes âgées, on les trouve dans les lieux de soins, on les trouve dans les associations pour expliquer à tous ceux qui sont par exemple perdus dans leur démarche administrative comment ils peuvent faire, pour y compris les accompagner dans les endroits où on ne reçoit plus. Je pense à la CAF, je pense à Pôle emploi. Et ces hommes et ces femmes, on leur dit comme ça du jour au lendemain, à la fin du mois, c'est fini. On ne sait pas si votre contrat sera renouvelé. Alors, moi, j'avoue que c'est un peu... c'est dur des fois de se battre pour un salaire de misère. Moi, je suis dans cette situation-là, je suis payé 820 € par mois. Mais ces 820 €, ils me sont d'abord totalement indispensables, en attendant de pouvoir trouver mieux, mais surtout, dans mon cas, un droit à la retraite un peu plus convenable. Et en plus, ce travail-là, il est nécessaire à ce qu'on fait dans nos cités, y compris dans les quartiers. Moi, je pense à des femmes qui sont emplois aidés sur des cités, qui mettent d'autres femmes en rapport. Et donc, voilà, ce gouvernement, pour eux, depuis longtemps, on le savait, mais là, c'est la démonstration, on est quantité négligeable. On est une variable d'ajustement. République, est-ce que je peux vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ces humains merveilleux? Un tonnerre d'applaudissements pour eux, pour Jérémy de Nokia, General Electric qui est avec nous aujourd'hui. Ces gens qui se battent, pas que pour eux, ils se battent aussi pour les autres, parce que c'est ce qu'on est. On ne se bat pas que pour nous, on se bat aussi pour les autres. Et ces humains, ils sont beaux et on est tous beaux aujourd'hui. Encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour toutes ces entreprises qui se battent tous les jours. Et ce sont des humains comme nous, comme vous. Bon. Vous avez compris aussi pourquoi la rue est l'espace qui permet justement de parer au projet gouvernemental, de trier, de séparer, de segmenter. Eh ben non, dans la rue, c'est l'espace public, c'est le lieu commun. Et c'est là qu'on va se retrouver. C'est là qu'a lieu la réunion du peuple. C'est là que le peuple s'assemble. C'est là que nous sommes aujourd'hui, tous ensemble. Et ces humains qu'on nous avons vus, cette solidarité qui s'en dégage, parce que c'est là qu'elle se matérialise dans la rue, oui. Cette solidarité. Ah oui. Parce que la rue, c'est quoi? C'est pas que... C'est aussi les dîners, les réunions de famille, c'est aussi tout ce que vous avez subi et tout ce que nous subissons en permanence. C'est ça aussi, la résistance. C'est donner de l'amour et bloquer. C'est les deux, il y a les deux dimensions. Et c'est dans la rue que ça s'exprime. Alors parlons concret. Qu'est-ce qu'il faut bloquer,
Hein, Qu'est-ce qu'il faut bloquer? On va se faire un petit exercice de mémoire. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé là? Alors? La loi travail. Est-ce qu'on en veut de la loi travail? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on en veut de la loi travail? Et l'aide au logement, la baisse des APL, on en veut de ça? On n'est pas d'accord? Bon, il y a quoi encore? La suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais ça va pas, non? Et le CETA? Qui veut du CETA? On n'en veut pas du CETA. Non, on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas? Parce que c'est une plaie pour l'environnement. Eh oui, il y a bien des raisons, non? On fait pas ça pour le plaisir. Alors, il y a quoi d'autre? La hausse de la CSG. Est-ce qu'on veut de la hausse de la CSG? Vous avez entendu cette retraitée? On n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. Et la banalisation de l'état d'urgence, ça vous fait quoi? Mal. Alors non, c'est non. Voilà, c'est non. Donc, La suppression de l'aide à l'agriculture biologique. Est-ce qu'on en veut? La criminalisation de la solidarité avec des gens, des humains qui aident d'autres humains et qui passent au tribunal. Est-ce qu'on en veut de ça? bon, et j'en passe. Parce qu'il y a un sacré paquet encore de choses qui ont été moyennement annoncées, genre réforme des retraites. Ah oh, non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a tellement de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et qu'on passe quand même, ben ça s'appelle un coup de force. C'est pour ça qu'on parle de coup d'État social. Parce que c'est notre État social qui est en train d'être détruit définitivement. La super mine d'or en Guyane, on en veut ou pas? Je vous entends pas. Est-ce qu'on en veut? Au fond, tout le monde. Ah non. La baisse de l'allocation pour les handicapés dans situation de couple. Est-ce que c'est normal de faire tomber des gens sous le seuil de pauvreté? Est-ce qu'on veut 1 million de pauvres en plus? On a déjà 9 millions. On va aggraver? On va alourdir l'addition? Et la solution pour ça, c'est quoi? Ça tient en un mot. On le connaît ce mot. C'est résistance. Résistance. Résistance! 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 Grève générale! Allez, continuez parce que on va se faire un petit plaisir quand même. Genre, un selfie. Allez. Donc, un peu de bruit derrière et puis... Génial. Parfait. Et on n'oubliera pas le hashtag... G-Bastille, ouais. partagez tout sur le hashtag G-Bastille. Ouais. Il vous reste très peu de temps pour partager parce que dans peu de temps, il va se passer quelque chose sur cette scène. Ça arrive, ça arrive. Je t'ai entendu, ça arrive justement. Et on va le faire, alors bon, on va le faire gentiment, tranquillement. Ça y est, on a le droit, on a le droit, ça y est. On a le droit de vous le dire. Alors, vas-y Charlotte. tu me laisses l'honneur. Mais bien sûr Charlotte, j'en prie. Alors, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, Bastille, 23 septembre 2017. 150 000 150 000 Plus de 150 000 Je veux entendre tous les 150 000 hurler. C'est un véritable coup de force. On peut être fier d'être insoumis. Merci pour cette mobilisation géante. Ah ouais. Il est pas loin là, hein. J'entends Macron, t'es foutu. Alors maintenant, je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon.
Résistance! 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 Après ce que vous avez déjà entendu, qui se sont adressés à vous depuis les camions au plateau le long de la manifestation, après tout ce que vous avez entendu sur ces vidéos exprimant à la fois l'immense colère populaire et l'infinie patience du peuple, me voici à mon tour devant vous pour porter votre parole. Salut à vous tous, centaines de bénévoles qui avaient permis ce rassemblement, à vous qui êtes venus de si loin, mes Marseillais, mes Toulousains, les Niçois, les Tarnais, de toute la France. Vous êtes la fierté et l'honneur de la patrie qui ne se laisse pas insulter comme elle l'a été pour la première fois de son histoire, car jamais auparavant, personne n'avait jamais parlé au peuple français de cette façon, ni les rois, ni les gouvernements engagés dans la confrontation la plus dure avec le peuple n'avaient traité les Français de fainéants, de cyniques, de névrosés, de perdeurs, d'abrutis. Personne ne nous a jamais parlé sur ce ton. Et c'est pourquoi, en vous rassemblant, et vous autres qui nous écoutez, quand bien même peut-être ne partagez-vous pas toutes nos idées et nos aspirations, vous êtes comme nous, les indignés qui n'acceptent pas qu'on leur parle sur ce ton. On a depuis appris que la démocratie, ça ne serait pas la rue. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois, c'est la rue qui a abattu les nazis, c'est la rue qui a protégé la République contre les généraux félons en 1962. C'est la rue qui a obtenu la reconnaissance du droit de créer des sections syndicales, qui a obtenu la 4e semaine de congés payés et 30% d'augmentation du SMIC en 1968. C'est la rue qui a fait reculer la loi de Vaquet sur la sélection à l'université. C'est la rue qui a abattu le plan Juppé. L'investissement qu'on nous a ramené aujourd'hui par la fenêtre. C'est la rue en 2006 qui a obtenu le retrait du CPE. C'est la rue qui a obtenu le droit au logement opposable grâce à la mobilisation des associations. C'est la rue en 2008 qui a obtenu le retrait du plan Darcos sur la réforme des lycées. C'est la rue qui a obtenu, suite à la grève générale dans les Antilles, la surcompensation de 200 € sur les bas salaires. Et ainsi de suite. C'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. La démocratie est un tout dans lequel il y a le fonctionnement des institutions, mais aussi la démocratie comme elle s'entend quand nous nous rassemblons comme nous le faisons, pacifiquement, tranquillement, pour affirmer nos droits. Écoutez bien, nous avons raison d'être dans la rue une nouvelle fois. Nous adressons dans ce jour un salut fraternel à tous les syndicalistes qui ont ouvert notre chemin et qui, le 12 septembre, le 21, demain lundi
et ensuite le 28 septembre pour les retraités, vont continuer ces efforts qui les obligent à perdre une journée de salaire dans ce mois de septembre où arrivent à la fois les impôts locaux, les frais de la rentrée scolaire, le tiers provisionnel. Ah, quel courage à ce peuple d'entrer dans l'action comme il le fait. Salut à la CGT, aux syndicats solidaires, à la FSU, à la CNT et à tous ceux qui se sont rassemblés ces jours derniers et se préparent à le faire de nouveau, avec bien sûr une pensée émue pour la CGT qui fête aujourd'hui même l'anniversaire de sa naissance en 1895. Oui, bien sûr, nous sommes engagés dans un bras de fer social. Mais il s'agit de davantage encore. Ce qui est en cause dans l'affaire des ordonnances, ça n'est pas seulement le régime détestable des ordonnances. Ce n'est pas seulement le contenu antisocial qu'elle porte en elle. C'est l'incroyable subversion de l'ordre public social républicain qu'elles contiennent. Nous sommes ici au pied de la République, en défense de la République, car la République en France est nourrie, alimentée et en quelque sorte toute faite d'intentions sociales. En République française, au-dessus de tout, il y a la loi, car la loi est la même pour tout le monde et elle s'applique de la même manière à tout le monde. La loi, et bien sûr, on a toujours pu négocier dans les branches, et comme ils le disent sans arrêt, au plus près du terrain, il a toujours été possible de négocier dans les entreprises des arrangements qui n'étaient pas prévus par la loi. Mais il y avait une condition, c'est que ces arrangements ne pouvaient qu'être plus favorables que la loi. C'est le principe de faveur. L'ordre social républicain dit que la loi est fixée par les citoyens et que les corporations sont d'un niveau inférieur pour déterminer la norme. Les ordonnances prévoient que dorénavant, c'est dans les entreprises que se discuteraient les questions essentielles de la vie au travail, sans qu'aucun salarié ne puisse plus rien contre une décision qui modifierait de fond en comble son contrat de travail. Le contrat de travail ne serait plus une protection, ce serait une sorte de chiffon de papier qu'à tout moment on peut remettre en cause dans tous ses aspects. Voilà ce que signifie de donner le pouvoir normatif dans l'entreprise. Et cela pousse à un dumping social terrifiant, car les patrons qui veulent garder les bons ouvriers, les bonnes ouvrières, et qui décident de les payer correctement, conformément à la richesse qu'ils produisent, car seul le travail humain produit de la richesse. Le capital ne produit rien. Eh bien, ces gens se trouveraient alors explosés entre 1001 droits différents. Et des fois, on nous dit, mais l'accord de branche, mais nous ne nous en soucions pas, nous voulons que la loi s'impose d'abord. Et ensuite, mes chers amis, je sais que ces questions sont techniques, mais il nous faut tous les apprendre. Ces questions sont techniques, mais elles ont un fond qui peut changer toute notre vie.
Voilà pourquoi il faut étudier avec soin ce qui se passe. C'est un coup d'État social par la méthode de la brutalité. On a demandé aux parlementaires d'annuler un code du travail sous prétexte qu'il était trop important et nous n'avons pu discuter une seule ligne, un seul adjectif, une seule virgule sur des milliers de pages qui concernent votre vie quotidienne. Et là où vous aviez une loi, vous aurez dorénavant 700 lois suivant les branches et des milliers de lois différentes suivant les entreprises. Ceux qui voudraient bien payer leurs ouvriers se verraient bientôt mis en concurrence avec ceux qui voudraient les payer moins bien. Et voilà comment l'ordonnance Macron provoque le dumping social et pousse à bout toutes les relations sociales vers le conflit. Voilà ce qu'ils ont organisé et planifié. C'est nous, la force déterminée et tranquille, qui portons la paix dans les relations sociales, là où ils allument la guerre et la vindicte. Au fond, ce que vous voyez, c'est la chienlit libérale, la pagaille, le chaos de ces gens qui rêvent d'un monde dont ils pensent qu'il serait infiniment plus dynamique s'il n'y avait aucune règle qui vienne perturber leur étrange métaphysique des mouvements spontanés du marché, de la main invisible et je ne sais quoi. Toutes ces fadaises qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais produit rien d'autre que de la brutalité, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance et des vies pourries. Ces gens détruisent tout ce que nous avons construit, nous, nos pères, nos mères, nos grands-mères et nos grands-pères. Regardez l'hôpital public qui était réputé comme le meilleur du monde, comment ils l'ont désorganisé. Regardez l'école où avec 317 000 élèves de plus, ils ont réussi à fermer 4 000 collèges, lycées et écoles, privant la France et nos enfants de la principale richesse dont nous disposons, notre cerveau, notre intelligence, notre savoir, qui est la principale richesse de ce pays. Nous commençons à connaître les premières générations d'enfants abandonnés et déscolarisés du fait de ce saccage de l'éducation nationale qui est notre bien le plus précieux dans la patrie à travers le temps. Regardez comment ils sont en train de saccager le logement social. Non seulement avec cette histoire d'APL qui retire aux gens qui ont le moins, car les 3/4 de ceux qui vont voir cette APL diminuer appartiennent à la proportion la plus pauvre de la population et appartiennent à la population jeune et féminine qui tout le temps subit le pire chaque fois qu'il y a une régression sociale. Oui, résistance. Oui, dégagez. Et pendant qu'ils saccagent, c'est au point que même la très pacifique Union des HLM se retire de la discussion avec le gouvernement et qualifie sa réforme d'inepte et de stupide, capable de ruiner le logement social en France, alors qu'il y a 1 800 000 personnes qui attendent de pouvoir se loger dans une HLM, alors qu'il y a des dizaines de milliers de gens sans toit, alors qu'il y a 31 000 enfants qui n'ont pas un toit sur leur tête. Voilà tout ce que ces gens ont trouvé à faire. Dégagez!
combien de décennies de leur recette miracle dont tout le monde peut voir le résultat dans toute l'Europe. Ce n'est que misère, précarité. Les grandes nations montrent le visage incroyable d'une accumulation fantastique des richesses d'un côté comme jamais et de l'autre de tant de pauvreté. Bientôt, ils se préparent à s'attaquer au droit à la retraite. Et déjà, ils frappent les retraités à coups redoublés. Et ces braves gens, d'ordinaire pacifiques et plutôt bienveillants, sont à présent presque aussi enragés que nos jeunes gens. Et pendant tout cela, et pendant qu'ils détruisent ou qu'ils veulent détruire, ils continuent la vente de la France par appartement, après avoir été incapables, le patronat et les riches, de faire face à la vente du chantier naval STX. Ces gens ont été incapables de faire face à la vente d'Alstom, qui est passée aux Américains, General Electric, Alcatel, Lucent, et combien d'autres industries de pointe de la patrie, accumulées par les travailleurs pendant des générations d'efforts. Et maintenant, les voilà qui ont décidé aussi de donner le TGV à Siemens. Si bien que la France se vide de son sang, de sa capacité industrielle et de sa richesse intellectuelle, car tous ces objets contiennent du savoir, de l'intelligence humaine, des savoir-faire en très grand nombre, dont le peuple est dorénavant privé. Voilà le procès que je fais à ces gens avec vous, et je crois que je porte votre parole à cet instant en leur disant « ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Résistance, 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 résistance. Face à ce coup d'État, nous voyons sans cesse les manœuvres organisées pour nous diviser, nous opposer les uns aux autres, contre toute raison. On a même été embêté, M. Martinez, en lui demandant s'il avait un problème d'ego avec moi. Vous vous imaginez l'affaire. Vous vous imaginez le ridicule de cette psychologisation de la politique dans notre pays. Eh bien, nous allons surmonter tout cela, et la première des choses que vous avez surmontées, c'est le mensonge. Et vous allez encore le surmonter. Le président de la République peut toujours imiter M. Trump et se mettre à son bureau pour signer des papiers la veille du jour où on diffuse. Mesdames et messieurs, et à tous ceux qui sont venus me demander 50 fois pendant le cortège si j'y croyais encore, si je ne me posais pas la question de savoir s'il n'est pas trop tard puisque M. Macron a signé, eh bien, j'ai deux choses à dire. On en a déjà connu d'autres qui se disaient droit dans leurs bottes et à qui on a fini par les retirer. L'infinie patience du peuple règle toujours son compte politique démocratique à qui le trompe, lui ment ou cherche à le mystifier. Mais ce n'est pas tout. Il vous reste à apprendre un petit cours de droit constitutionnel. Mesdames et messieurs qui me posez cette question, nous ne sommes pas, en dépit des apparences, en monarchie. Il existe encore un encombrement qui s'appelle le Parlement, dont on a essayé de vous faire croire qu'il était une caverne de brigands et que, finalement, tout irait mieux, une fois pour toutes, quand on aurait moralisé les comportements, si bien que nous avons été tous mis dans le même sac que quelques bénéficiaires de dons de costumes et d'emplois familiaux. Mais faites bien attention, les gens, écoutez-moi, parce qu'ils disent que nous sommes des démagogues, mais c'est eux les démagogues.
cette manière de montrer du doigt tout le temps la représentation parlementaire, de dire sans arrêt qu'il y a trop d'élus, qu'il y a trop de communes, qu'il y a trop de départements, qu'il y a trop de régions, c'est une manière de réduire la décision publique à la petite caste, à la petite camarilla des éternels embusqués qui passent de l'industrie privée, la banque, les hautes fonctions publiques, 200 ou 300 oligarques qui sont là, toujours puissants, toujours aux manettes. Donc, il vous reste à apprendre que si les apparences vous disent que nous serions dans une monarchie, eh bien, il n'en est rien, parce que, pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Elle commence. Résistance! 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 À cet instant, je vous expose rapidement les idées dont nous sommes convenus de vous parler à l'occasion de notre réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, et vous tous, je dois vous dire que vous avez été nombreux à vous rapprocher de nous pour nous dire « Vous n'arriverez à rien si vous ne faites pas une action d'ensemble, de tous à la fois, précipitant toute la force de notre peuple en avant et dans les rues. » Oui, la bataille est de ce niveau. Eh bien, comme le texte va revenir devant les assemblées, bientôt nous en connaîtrons la date. Et nous serons en état, peut-être, je le souhaite, notamment avec le mouvement social et les organisations syndicales, si elles le souhaitent, et nous sommes prêts à nous ranger derrière eux. Mais ce sera pour une action forte et dense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Résistance! 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 Nous connaissons Résistance! la force Résistance! des organisations syndicales et des salariés. Bien sûr qu'elles sont en état de provoquer un blocage qui oblige l'adversaire à céder. Et dès lundi, nous allons pouvoir observer comment ces mobilisations se mettent en place avec la grève des transporteurs et des raffineries. Nous autres, ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est d'adresser un signal d'une puissance extraordinaire aux pays et aux salariés qui savent qu'ils ne sont pas seuls, puisque vous voici tous rassemblés à leur côté, autour d'eux, avec affection et fraternité humaine. Nous allons donc nous rapprocher de ces organisations syndicales pour leur proposer, si elles le veulent, de se mettre à notre tête pour conduire le combat, mais un combat qui soit déterminé, décisif et tous ensemble.
sans attendre, dans la responsabilité qui est la nôtre. Et vous autres, les têtes dures, vous n'êtes pas cette masse d'abrutis que prétendent voir en vous d'aucuns médiacrates. Vous êtes plein de la culture des luttes accumulées pendant les 2 dernières décennies. Et moi-même, je ne suis pas un champignon de la dernière version, ni un alevin qui sort de l'œuf. Comme vous, il faut bien réfléchir à ce qui est en train de nous arriver. Et c'est pourquoi, quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Samedi prochain, vous exercerez votre responsabilité particulière, car si je vous ai beaucoup parlé de la responsabilité des organisations syndicales, il y a la nôtre. Nous sommes, et vous le voyez, et de loin, le label commun qui permet à tout le peuple, dans sa diversité de générations, d'appartenance politique, et que sais-je encore, de se rassembler dans cet état d'esprit rebelle et insoumis qui est la caractéristique de la patrie des Français. Samedi, vous assumerez votre responsabilité politique une nouvelle fois. Je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'une bataille sociale, c'est une bataille républicaine. Il nous importe de savoir que la loi doit rester au-dessus de tout parce qu'elle est le vote des citoyens et que ce ne sont pas les corporations qui doivent établir les normes. Samedi donc, dans vos villes et vos villages, en attendant le prochain signal qui arrivera sitôt qu'on connaîtra la date à laquelle les ordonnances repassent devant l'Assemblée nationale, en appuyant de toutes nos forces toutes les mobilisations qui seront proposées, comme celle des retraités le 28, et toutes celles que les syndicats vont convoquer, je pense au 10 octobre, nous-mêmes, nous ferons nos casserolades. C'est-à-dire que vous allez aller avec des casseroles samedi prochain et vous allez faire le plus de bruit possible. Là où vous croyez que c'est bien de le faire. Et voici quel sera le sens du message. Vous nous pourrissez la vie et vous nous empêchez de rêver, alors on vous empêche de dormir. Mes amis, jamais la France n'aura été confrontée à une telle enfilade de provocations et de déni de démocratie. À peine les ordonnances ont-elles été signées que déjà et quasiment le même jour, on nous apprend que s'applique le CETA, accord de libre-échange avec le Canada. Le CETA, ce n'est pas seulement ce qu'on vous en a déjà dit, c'est-à-dire l'abaissement des normes environnementales, l'abaissement des normes sociales, l'apparition dans vos assiettes de saumon OGM à goût de fraise, et je ne sais quelle autre invention de cette sorte, mais surtout le CETA, l'accord de libre-échange. C'est dorénavant la possibilité pour les multinationales de ne plus répondre de leurs actes devant les lois des États dans lesquels elles exercent. Dorénavant, avec l'institution des tribunaux d'arbitrage, il existera une loi particulière
pour les entreprises multinationales. Et ces entreprises pourront non seulement mettre en cause les lois existantes, mais exiger des réparations si vous décidez de leur interdire de faire ceci et cela. Et c'est comme ça qu'on a vu les cigarettiers demander à l'État australien de leur payer les cigarettes que les Australiens ne fumeraient pas du fait d'une loi anti-tabac. Il faut que vous expliquiez autour de vous que le capitalisme de notre époque est le premier ennemi de la démocratie, que la liberté est la volonté de disposer de soi et dans le peuple, et que son pire adversaire autoritaire est le capitalisme. Voyez-vous, cette enfilade de faits doit vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement une question qui nous concerne, nous. À cette heure, de toute l'Europe, on nous regarde. Les gens veulent savoir s'il existe dans cette France qui a toujours été le cratère du volcan une capacité de résistance qui leur donne du courage et de l'espérance. Le peuple grec nous regarde, le peuple espagnol nous regarde, et ainsi de suite. Mais depuis maintenant plus de 11 ans, avec cette tentative de constitutionnaliser les règles du libéralisme, qu'il était question de nous faire passer de force et qui nous ont été imposées en 2005. Toute l'Europe a craqué. Et d'abord, les salariés allemands, la classe ouvrière la mieux organisée, la plus nombreuse et la plus disciplinée de toute l'Europe, trahie par les Schröder et les autres sociodémocrates, qui ont aboli les droits qui faisaient la fierté de ce pays, si bien qu'aujourd'hui, on trouve en Allemagne 12 millions de pauvres, des millions d'enfants pauvres, des gens qui sont au travail pour à peine quelques heures dans une semaine et des pays de misère. Voilà ce qu'est le modèle qui nous a été proposé. Et alors tous ces gens regardent et disent « mais les Français, eux, ils ne cèdent jamais ». C'est vrai, on essaye. Mais nous savons que pour eux, les oligarques, ceux qui vont mendier à Berlin auprès du gouvernement allemand de Mme Merkel, son approbation, ses félicitations, parce qu'ils veulent être les meilleurs élèves de la classe de l'austérité et de la lutte contre les droits des salariés. Pour cela, ce qui est en train de se tramer, c'est la bataille de France. Oui, ils ont commencé contre le peuple français une offensive générale qui touche à toutes ses conquêtes sociales, son école, sa santé, son logement, ses retraites et le droit lui-même. Voilà l'offensive qui est lancée contre nous. Et c'est à cette offensive que notre rassemblement aujourd'hui est la première réplique de masse. Tout le pays est appelé à la lutte. Et c'est le moment pour moi de m'adresser à la jeunesse. Toute la jeunesse. Car à partir de l'âge de 16 ans, âge auquel je pense qu'on devrait avoir le droit de vote, puisque à partir de 16 ans, on peut exercer l'autorité parentale, puisque on peut être émancipé à partir de l'âge de 16 ans, puisque on vote aux élections prud'homales à partir de l'âge de 16 ans. Et parce que 16 ans,
c'est la date de la fin de la scolarité obligatoire, ce qui signifie, jeunes gens, qu'une partie de ceux avec qui vous faites vos études se trouve à partir de l'âge de 16 ans à entrer dans la vie active. Jeunes gens, c'est votre devoir à présent d'entrer dans l'action, car c'est vous d'abord qui allez être frappés par le monde qu'ils sont en train de construire. C'est vous qui, en arrivant sur le marché du travail, trouverez les contrats précaires, les CDI de chantier et ces autres inventions terrifiantes qui brisent les vies. C'est vous, jeunes gens, qui, lorsque vous serez en apprentissage ou dans votre premier emploi, aurez ces abominables bails précaires qu'a inventé M. Macron et les autres oligarques qui n'ont jamais eu de problème de logement pour leurs enfants. Vous avez compris le bail précaire? Non, vous n'avez pas encore complètement compris. Ça veut dire que quand vous viendrez pour avoir une location, on vous demandera votre contrat de travail ou d'apprentissage. Et vous aurez droit à un bail pour être dans ce logement tant que dure l'apprentissage ou le contrat de travail à durée déterminée. Et le jour où il s'arrête, vous perdez votre boulot et votre appartement. Voilà ce que ces gens ont inventé. Jeunes gens, dans les lycées, dans les facultés, dans les centres d'apprentissage, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en mouvement. Aidez vos parents, aidez la part de notre peuple qui est la plus en difficulté, qui a tant besoin de renfort, car parfois, obsédés par les nécessités du présent et même de l'instant, quand on manque de tout, quand on a si peu, quand il faut continuellement décider si l'on paiera ou le loyer, ou l'essence pour aller au boulot, ou que sais-je encore. Cette part de notre peuple que les oligarques brisent de cette façon a besoin du renfort de tous, et d'abord de sa jeunesse. Soyez dignes de votre âge et de ceux qui vous ont précédés dans les générations précédentes, sans lesquelles vous ne seriez pas à l'école, vous ne seriez pas protégés par le droit du travail, sans lesquelles vous continueriez à aller à l'usine en dessous de l'âge auquel, dorénavant, par le Code du travail, vous avez été protégés. Voyez-vous, toute la situation est dans ces chiffres affreux. Comment ces gens peuvent-ils imaginer autrement que pour provoquer de nous insulter pareillement? Mais ils le font parce qu'ils donnent un signal de ralliement à leur classe. Ils parlent de nous comme parlait autrefois l'extrême droite. Ils traitent le peuple ouvrier et salarié comme de la racaille. Mais pourquoi le font-ils? Pour galvaniser les leurs. Et vous savez pourquoi? Parce que M. Macron a une excellente bonne nouvelle pour les riches, les puissants et les dominants. Sur 10 milliards de baisse d'impôts, il y a 7 milliards qui vont être offerts aux possédants, ceux dont les revenus des actions sont retirés de leurs revenus et sont imposés d'une manière forfaitaire. Il y en a pour des milliards. Ceux dont on va retirer de l'impôt sur la fortune toutes les actions qu'ils possèdent, qui ne seront pas prises en compte comme de la fortune. Voilà, mesdames et messieurs, quand vous vous demandez pourquoi les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays me flétrissent comme ils le font,
m'insultent comme ils le font et vous insultent, c'est parce qu'ils travaillent pour leur portefeuille. Exactement, dégagez. Rien n'arrêtera le dégagisme s'ils n'ont pas compris la leçon terrible de l'abstention de masse et du résultat des dernières élections, c'est qu'ils n'ont rien compris. S'ils croient que le peuple lui a donné les pleins pouvoirs, ils se trompent lourdement, ce n'est pas vrai. Un gouvernement populaire, honnête, républicain, en arrivant aux affaires, que ferait-il avant toute chose? Il s'occuperait des enfants sans toit, il s'occuperait des pauvres, il s'occuperait des 2,5 millions d'illettrés qui sont des gens pleins d'intelligence et de cœur, mais que l'illettrisme paralyse dans leur créativité quotidienne. Il se précipiterait pour aller donner à l'hôpital public la possibilité de s'occuper de chacun avec soin, sans martyriser les personnels hospitaliers. Voilà ce que ferait un gouvernement populaire, honnête. Il ne donnerait pas 10 milliards à ceux qui ont déjà tout. Vous le savez, vous autres, ce pays est devenu le record d'Europe des millionnaires. Et ces gens se partagent plus d'argent entre eux chaque fois qu'on leur fait des dégrèvements d'impôts. Ils ne les remettent pas dans la production, ils se les partagent en dividendes entre eux. Si bien qu'au lieu d'investir, ils accumulent dans la bulle. Nous autres tous, nous avons un immense défi à relever. Regardez ce qui est arrivé à Saint-Martin. Vous avez compris, le changement climatique est commencé. Nous autres, les êtres humains, nous devons maintenant tout changer pour arrêter la catastrophe qui s'avance. Et ce que nous devons changer est social. Car voyez-vous, si le cyclone a tant détruit à Saint-Martin, c'est parce qu'avant lui était passé un cyclone social. Le cyclone social, c'est celui qui a consisté à donner des dégrèvements d'impôts à ceux qui investissaient dans l'île, qui pouvaient retirer les sommes qu'ils investissaient là-bas de leurs impôts ici pour en faire autre chose. Tant et si bien que le prix de la terre a augmenté d'une manière incroyable et que plus personne n'arrive à se loger parmi les pauvres et braves gens qui sont là-bas et qui ont dû construire des cabanes en tôle et en bois. Tant et si bien que quand l'ouragan passe, bien sûr, il passe sur tout le monde, le riche comme le pauvre. Mais celui qui est d'abord détruit, c'est le pauvre. Par conséquent, il n'existe aucune autre manière de faire face aux grands défis du changement climatique et à nos tâches en tant qu'êtres humains, d'en finir avec un mode de production, d'échange et de consommation aberrant que de nous serrer les coudes. L'humanité tout entière est placée devant ce défi. Alors, est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce que c'est tous ensemble? Voici le peuple qui vous répond. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oui, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour cet instant. Oui, maintenant, ne lâchez rien. La bataille ne fait que commencer. Grâce à vous, on a vu cette déferlante du peuple. Grâce à vous, le courage se répand. Grâce à vous, la résignation recule, la peur, la consternation. Allez les gens, allez au bout du mouvement social, au bout de la rue. Souvent, il y a les élections.